Bonjour, c'est un chiffre qui donne le tournis. Près de 50 000 tonnes d'huîtres seront consommées en France pour ces fêtes de fin d'année. La moitié quasiment provient de Nouvelle-Aquitaine. Alors durant cette prochaine heure, nous allons redécouvrir ensemble ces terroirs de l'huître dans la région. Avec nos invités sur ce plateau, nos reportages et aussi nos invités et nos reporters dans les grands bassins de production de la région. Nous allons ensemble parler des grands défis de l'ostréiculture. Défis pour répondre à la demande des fêtes de fin d'année, défis pour l'avenir de l'huître et de l'ostréiculture, et puis défis pour nous tous de bien préparer, bien déguster ces huîtres de fêtes de fin d'année. Allez, faisons d'abord un tour rapide de ces terroirs. Honneur au département numéro 1 en France pour la production d'huîtres, la Charente-Maritime. Bonjour Olivier Rioux. La Charente-Maritime particulièrement propice à l'élevage d'huîtres entre terre et mer, comme à l'endroit où vous vous trouvez, l'Aiguille-sur-Seudre. Bonjour Vincent, bienvenue ici sur le petit port ostréicole de l'Aiguille-sur-Seudre qui fait partie en fait d'un vaste ensemble qui va jusqu'à l'île de Ré en passant par la Tremblade, Marennes et Oléron. On compte ici un petit millier d'ostréiculteurs pour une production annuelle qui oscille entre 40 et 60 000 tonnes d'huîtres. À titre de comparaison, leurs voisins d'Arcachon produisent eux entre 5 et 10 000 tonnes d'huîtres par an. C'est pour cela qu'on dit qu'ici le bassin de Marennes-Oléron est le bassin de production le plus important de France, mais pas que. Je vous en dis un peu plus tout à l'heure. À tout à l'heure, alors Olivier. L'autre grand terroir de l'huître, c'est le bassin d'Arcachon. Parmi la vingtaine de ports ostréicoles du bassin d'Arcachon, il y a celui de Larros à Gujan-Mestras où l'on retrouve América Lopez. Bonjour América. Le port de Larros où se prépare ce pic d'activité des fêtes. Le port de Larros qui est au cœur de l'activité ostréicole du bassin d'Arcachon. C'est un port emblématique. Il y a une maison de l'huître ici. Il y a également des chantiers de construction navale qui fabriquent notamment la fameuse pinasse. Et il y a surtout une dizaine de cabanes ostréicoles qui font de la dégustation sur place. Au moment où je vous parle, l'activité de triage des calibres de l'huître a commencé. On prépare également les emballages pour les futures commandes de Noël. Nous verrons tout à l'heure avec Marc Druard, ostréiculteur, comment il s'organise en cette période qui est un peu particulière cette année. Merci América, à tout à l'heure. À côté de ces deux mastodontes régionaux, il y a des petits poussés, l'huître du Médoc, on le verra tout à l'heure, et celle d'Osgore. Bonjour Ludivine Tachon, dans les Landes. Osgore, une huître à part parce qu'elle est produite dans un lac. Eh bien oui Vincent, on connaît Osgore comme capitale européenne du surf. Osgore est aussi célèbre pour son lac marin en connexion directe avec l'océan grâce à Napoléon III qui fit construire un canal. D'où cette production d'huîtres depuis 1876. Aujourd'hui cette tradition, et on perpétue cette tradition grâce à une poignée d'ostréiculteurs, 6 exactement, qui produisent 120 tonnes d'huîtres par an. Une huître appréciée pour son goût de noisette. Une perle aussi pour les cuisiniers, comme ici au Jean des Sables à Osgore, où le chef Clément Pichard vous dévoilera une de ses recettes. À tout à l'heure. On est impatient, merci. La période des fêtes représente jusqu'à la moitié du chiffre d'affaires pour les ostréiculteurs, mais c'est aussi la période des pilleurs d'huîtres sur les parcs. Des tonnes d'huîtres prêtes à être vendues disparaissent chaque année, parfois en plein jour. Pour lutter contre ces vols d'huîtres, la gendarmerie est équipée désormais d'un drone sur le bassin d'Arcachon. Regardez ce reportage de Candice Solivari et Jean-Michel Yvine. Décollage. La formation achevée vient la pratique. Depuis octobre, les gendarmes peuvent s'appuyer sur les drones pour lutter contre les vols dans les parcs à huîtres. Il est en train de survoler les parcs ostréicoles. Il se rapproche des plates, il prend les immatriculations et il arrive à déterminer si c'est vraiment le propriétaire de la parcelle. Des vols entre ostréiculteurs bien souvent à la hausse en cette période de l'année. À moins d'un mois de Noël, les huîtres sont prêtes, ou presque, à être vendues. Dans cette entreprise familiale, 30% du chiffre d'affaires annuel est réalisé au moment des fêtes. Vous n'allez pas aller porter plainte pour 20 poches qui va vous manquer, parce que vous passez une matinée à la gendarmerie et puis bon, et ça n'aboutit à rien. Cette surveillance, c'est quand même dissuasif? Oui, bien sûr, bien, et heureusement, parce qu'au moment des fêtes, c'est c'est une grande quantité de poches qui disparaîtraient. Les survols en hélicoptère vont continuer malgré leur coût, 3 000 € de l'heure. Ils permettent, entre autres, grâce aux caméras infrarouges, de filmer la nuit. Les drones sont complémentaires, plus précis, plus réactifs. Ces 10 dernières années, personne n'a été pris en flagrant délit, mais ces deux outils semblent néanmoins décourager les voleurs potentiels. Vers 2010, les vols étaient environ déclarés de 20 tonnes.
Et on a réussi à les faire baisser à 3 tonnes 500. Malheureusement, l'année dernière, on a eu un vol majeur de 7 tonnes, dont l'enquête est toujours en cours. Valeur des 7 tonnes d'huîtres, 35 000 €. Les parcs à huîtres du bassin d'Arcachon sont les premiers en France à bénéficier de cette surveillance par drone, une technologie dont ne profitent pas pour l'instant les professionnels de la Bretagne ou de la Charente-Maritime. Et malgré cette protection renforcée, 2 tonnes d'huîtres ont encore été volées début décembre sur un parc. Je vous présente nos invités sur ce plateau. Anne Palzewski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'Agence de l'alimentation en Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi la mission de l'AANA en quelques mots ? Alors, notre agence accompagne l'ensemble des filières de la nouvelle région, la grande région, de l'amont jusqu'à l'aval, donc en partant par toutes les problématiques de structuration des filières qui concernent plus particulièrement la qualité et la structuration. Après, tout le volet promotion, promotion collective qui est le gros volet, qui est particulièrement important dans cette période de fin d'année. Et ensuite, on accompagne les entreprises sur leur marché très directement, donc que ce soit du marché local, à l'international et puis au grand export, puisqu'on est aussi présent sur le marché asiatique, etc. Joël Dupuche nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Joël. Plus célèbre ostréiculteur français, ou presque. C'est un moment à part quand même, ces fêtes de fin d'année pour l'ostréiculture. C'est un moment de très grosse activité. Pour plein d'entreprises, c'est entre 50 et 80% du chiffre d'affaires. Donc il ne faut pas se rater, mais il faut vendre des huîtres fraîches, puisque tout sera consommé le 24 et le 25. Donc c'est un surcroît d'activité dans un laps de temps très court. Donc il y a une grosse préparation avant pour être prêt à conditionner. Et après, il y a une grosse activité de conditionnement qui occupe des journées qui dépassent 12 heures pour beaucoup de gens. Bon, merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau à Bordeaux. Et puis Jean-Charles Massabuo nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, basé à la station marine d'Arcachon. Vous avez notamment révélé que l'huître entend les bruits de l'océan, une vraie révolution. À quoi cela peut servir de le savoir ? Alors, c'est très important en fait. Première chose, il faut bien se rappeler qu'un son est une vibration. Donc, ce que nous ressentons, nous, c'est une vibration dans l'air quand on écoute un son. Les animaux aquatiques, ils ressentent eux, des vibrations de l'eau. Et je crois que ce qui a surtout frappé les gens, c'est qu'à partir du moment où on montrait que chez l'huître, l'audition était possible, une audition est possible, ça veut dire que chez tout un tas d'invertébrés qu'on ignore totalement, cette audition aussi est possible. Et dans un contexte où la pollution sonore en mer augmente énormément, ça devient quelque chose de très très important à savoir. Bon, à tout à l'heure tous les trois. Jour et nuit, donc en ce moment, les ports ostréicoles sont en pleine activité. Et c'est le cas donc à Gujan-Mestras sur le bassin d'Arcachon. Nous retournons. America, vous êtes dans l'une des 300 exploitations du bassin d'Arcachon, aux côtés de Marc Druard, qui ne chôme pas en ce moment. Oui, bonjour Marc Druard. Vous confirmez, vous ne chômez pas en ce moment ? Non, nous préparons pour la semaine prochaine. Nous sommes dans le calibrage et nous commençons les premières bourriches pour envoyer aux clients en fin de semaine. Voilà, donc là, toutes les huîtres sont pratiquement prêtes. Elles rentrent au départ, Grand-Banc, Cap-Ferré, Bandarguin. Et on est là et on commence les premiers conditionnements. Là, c'est quoi le programme de la journée, par exemple ? Aujourd'hui, on repart sur les parcs pour faire les chargements d'huîtres. On va trier cet après-midi. Le matin, on fait les clients, on fait l'emballage des huîtres. Et l'après-midi, on trie les huîtres pour repréparer pour le lendemain matin. Donc toute la semaine, ça va être comme ça, sachant que le gros boom, ça va être à partir du 17 et du 18. Nous espérons. Vous avez embauché cette année ? Oui, nous sommes à peu près 3 personnes et on va prendre 2 personnes de plus pendant la semaine et 2-3 jours entre Noël et le 1er de l'an. Alors traditionnellement, c'est une période à l'activité intense, on l'a dit. Vous me disiez aussi tout à l'heure que cette période est assez perturbée par l'actualité. Expliquez-nous un peu les conséquences sur votre activité. C'est vrai, avec les crises que nous avons qui sont un peu récurrentes, c'est le premier Noël où il y a des difficultés et la grande distribution entre autres, puisqu'il y a 3 facteurs. Il y a la vente au détail qui va se faire sur les marchés au dernier moment par les producteurs. Il y a la vente à la cabane de dégustation sur les ports. Et il va y avoir la grande distribution. Et la grande distribution, aujourd'hui, n'envoie pas les prévisions parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Donc ça nous met aussi dans une situation d'attente. On prépare les huîtres, mais on ne sait pas combien on va en envoyer. Oui, donc si je comprends bien, vous n'avez pas encore les commandes exactes pour Noël. C'est tout à fait ça. C'est la première année depuis 40 ans que je vois un Noël comme ça. Et il va falloir qu'on soit réactif au dernier moment. Bon, un mot quand même avant de vous quitter sur la qualité. Montrez-nous. Nous avons une belle qualité cette année à Arcachon. Donc on va avoir des huîtres qui sont... C'est le couteau à huîtres là. Oui, c'est le comble pour l'ostréiculteur qui ne trouve pas le... Hop.
Bon, en tout cas, à défaut de pouvoir l'ouvrir, est-ce que vous me disiez qu'avec les pluies de ces derniers jours, c'est plutôt favorable? Tout à fait. Nous avions des huîtres en début de saison, vers le mois de septembre, qui étaient assez salées. Et là, cette pluie que nous avons depuis quelques jours radoucit l'eau et fait engraisser les huîtres. Parce que pour que une huître engraisse, il faut qu'on ait toujours un petit peu d'eau douce. Voilà. Okay. Donc ça, c'est des huîtres. Oui, elle est très belle. Voilà, bon, maintenant, il faut que les commandes arrivent. Voilà, nous avons de la qualité, nous avons des huîtres, malgré qu'il y ait un marché un peu morose au niveau national, puisqu'il y a un petit peu moins de tonnage. Mais nous avons des huîtres de superbe qualité cette année à Arcachon. Merci Marc Druard. Merci America Lopez avec Jean-Michel Edvin pour les images. On retournera tout à l'heure à Gujan-Mestras. En matière de production d'huile dans la région, il y a donc un champion de toute catégorie, c'est la Charente-Maritime. On retrouve Olivier Rioux en duplex de l'Aiguille sur Seudre. Que pèse cette filière, Olivier, cette filière huître en Charente-Maritime et globalement dans la région ? Vous savez qu'ici, en Charente-Maritime, on compte à peu près 1 millier d'ostréiculteurs. C'est une production annuelle qui oscille entre 40 et 60 000 tonnes d'huîtres par an. À titre de comparaison, le bassin d'Arcachon, ils sont 300 ostréiculteurs pour une production annuelle qui oscille entre 5 et 10 000 tonnes. C'est pour ça qu'on parle ici en Charente-Maritime du bassin de production le plus important de France. Une huître sur deux consommée par les Français est produite et commercialisée ici. C'est aussi le bassin de commercialisation le plus important d'Europe, mais pas que. C'est aussi, attention, tenez-vous bien, la plus vaste zone d'affinage au monde, parce que ce qui caractérise les huîtres Marennes-Oléron, c'est qu'elles sont affinées dans des clairs ostréicoles. Vous savez, ce sont ces anciens marais salants que les ostréiculteurs utilisent et immergent leurs huîtres, qui leur donnent leur couleur verte grâce à la microalgue qu'on appelle la navicule bleue, et qui donne ce petit goût de noisette. Et je peux vous dire qu'ici, eh bien, forcément, puisqu'on produit la moitié de la consommation française, c'est le grand rush, puisque on estime que lors de cette dernière quinzaine de l'année, les ostréiculteurs réalisent entre 40 et 60% de leur chiffre d'affaires. Ça représente, allez, on va dire 20 000 tonnes d'huîtres qui vont être commercialisées d'ici les 15 derniers jours de l'année. Merci Olivier Rioux pour ces précisions. On vous retrouvera tout à l'heure. Les images sont signées Cédric Cottaz à l'Aiguille sur Seudre. La suite de cette émission spéciale à la redécouverte des terroirs de l'huître en Nouvelle-Aquitaine. Avant de retrouver nos invités sur ce plateau, découvrons encore ces terroirs, car dans l'ombre de ces deux mastodontes dont on vient de parler, il y a des petits poussés. Direction d'abord les Landes à la découverte de l'huître d'Osgore, sa spécificité donc. Les produits dans un lac. Bonjour Jérôme Labéguerie, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'un des rares ostréiculteurs d'Osgore, si professionnel. Qu'est-ce que cela change de produire une huître dans un lac ? En fait, c'est plus simple étant donné qu'on peut aller sur les parcs à huîtres directement en tracteur. Donc pour nous, c'est bien plus simple que d'y aller en bateau et partir 3 heures avant que la marée soit basse. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis, on sort quand même une huître qui est très jolie et onctueuse. Particularité gustative, on va dire. Oui, tout à fait. En fait, on a vraiment une huître avec un goût différent, étant donné qu'on a une huître très charnue et surtout un côté un petit peu sauvage. Ça, c'est un peu la particularité des huîtres d'Osgore. Et donc, elle est très appréciée dans le coin, justement, par rapport à ce côté qui est un petit peu plus fort. Alors 120 tonnes d'huîtres seulement, entre guillemets, sont produites environ par an à Osgore. Où est-elle distribuée, cette huître ? Alors cette huître, elle est surtout distribuée dans la région, donc en Nouvelle-Aquitaine, pas mal dans les Landes et surtout dans le Pays Basque. Donc c'est surtout sur les marchés, quelques restaurants, quelques CE, c'est sûr, mais bon, vu que l'on fait un petit tonnage, on se fixe surtout sur la clientèle en vente directe. Et quelle est peut-être la difficulté principale aujourd'hui que vous rencontrez, puisque vous n'êtes plus que 6 ostréiculteurs ? Eh bien, c'est-à-dire que la demande est beaucoup plus forte par rapport à la production que nous faisons chaque année. Donc, effectivement, on aimerait en produire plus, mais vu la surface que nous avons, c'est difficile. Il va falloir pousser le lac. Il va falloir pousser le lac, mais je ne pense pas que monsieur le maire soit d'accord. Bon, très bien. Merci Jérôme Labéguerie. Image signée Clément Hallette à Osgore. Nous retournerons tout à l'heure donc avec un chef qui nous apprendra à bien préparer ces huîtres. Je vous parlais de 2 petits poussés dans la région en matière d'ostréiculture.
Le second se trouve au nord de Bordeaux, dans le Médoc. Et oui, terre de vin. On fait aussi de l'huître. La production y a été relancée il y a quelques années seulement. Une médaille d'or au Salon de l'agriculture à Paris en 2017 est venue récompenser une production très particulière, très exigeante. Yannick de Solmignac, Thierry Julien. De l'or sous 30 cm d'eau. Dans ces bassins de la pointe médocaine croissent lentement des huîtres d'exception. Il y a 4 ans, ces plans d'eau étaient encore abandonnés, mais depuis, grâce au travail acharné d'un petit groupe d'ostréiculteurs, ce pays de vent et de marée a repris vie. Et les huîtres affinées par Thierry Fauchier ont pour la première fois reçu une médaille d'or au Salon de l'agriculture. L'affinage, c'est le secret de cette huître du Médoc. Pendant 3 à 4 mois, elle s'engraisse paisiblement dans les bassins alimentés par l'eau de l'estuaire. Sa chair ferme et sa couleur verte ont déjà conquis plus d'un amateur. Toutes mes spéciales, mes huîtres charnues que je vends à la cabane et au restaurant que je fournis, c'est de la médocaine, c'est de l'affiné en Médoc. Et les clients, enfin voilà, j'ai du mal à suivre parfois parce qu'ils voudraient manger que ça. Donc ça plaît quoi. De l'huître spéciale charnue, douce, longue en bouche, croquante, c'est parfait. Une production plus exigeante que l'huître de pleine mer. Limitée à la période d'octobre à avril, sur ces 3 hectares de marée, Thierry Fauchier élève près de 3 tonnes du précieux mollusque. C'est beaucoup d'attention, c'est-à-dire parce qu'après le marais, donc vous faites rentrer de l'eau, vous fermez votre écluse et après par la nature, par la grandeur du marais, il y a une hydrographie et il faut que ça se développe, c'est-à-dire que ça soit autonome, que l'huître ne manque pas d'oxygène, qu'elle ait à manger, donc c'est le soleil, c'est la nature, mais c'est beaucoup d'attention. Une médaille qui ramène à la surface l'âge d'or des années 60, lorsque l'huître du Médoc faisait vivre 1 millier de familles. Voilà donc pour ce tour d'horizon des terroirs de l'huître dans la région. Anne Palzeski, il y a les terroirs et puis il y a les huîtres, évidemment. Quel type d'huître séduit plus le consommateur en ce moment pour les fêtes de fin d'année ? Écoutez, on vient de le voir, on a quand même une grande variété en Nouvelle-Aquitaine. C'est ça qui est la force. Voilà, et la force aussi, ce sont les terroirs et leurs spécificités. On a bien vu que ce n'est pas le même type de production. C'est pas les mêmes marchés non plus. Donc en Nouvelle-Aquitaine, le consommateur, il a le choix entre Marennes-Oléron, Arcachon-Cap-Ferré, les petites productions. Et puis après, Marennes-Oléron, par exemple, qui a de plus grosses productions, exporte davantage sur des créneaux un petit peu différents. Marennes-Oléron, effectivement, ils ont des IGP, des labels de qualité qui leur permettent d'aborder plus facilement le marché national-international. Et puis après, par exemple, le bassin d'Arcachon va être sur une commercialisation plus locale, à la dégustation, voilà, donc chacun y retrouve un petit peu son compte. D'accord. Joël, l'huître creuse est la plus fréquente sur le bassin d'Arcachon. Comment se démarquer quand on élève finalement un petit peu le même produit et quand on est ostréiculteur ? Mais d'abord, le bon goût intrinsèque, ça n'existe pas. Chacun a son goût, et heureusement pour les ostréiculteurs, il y a, on prend Marennes-Oléron, qui a une panel assez large, puisqu'ils ont de la fine de clair et de la spéciale. Il y a des amateurs d'huîtres très charnues et croquantes, comme celle qu'on a vue, et je voudrais féliciter l'ostréiculteur d'Ossegor, parce qu'elle est splendide, son huître, et le tableau de Jean Cousseau est très beau derrière aussi. C'est vraiment une très belle huître. Les gens du Médoc ont parlé d'huîtres charnues et croquantes. Donc la tendance de plein de professionnels est d'aller vers de l'huître charnue. Mais il y a des gens qui n'aiment pas les huîtres charnues, qui les aiment donc, du coup, plutôt transparentes. Non, pas plus maigres. Enfin, ce qu'on dit plus maigres. On qualifie de... Dans le langage professionnel, on dit maigre ou gras. Il y a des gens qui aiment les huîtres grasses et d'autres qui aiment les huîtres maigres. C'est l'intérêt pour notre profession, c'est qu'on a toute une gamme de produits que l'on peut offrir à tout le monde. Et chacun va trouver... Ensuite, chaque lieu a ses spécificités. Et chaque producteur a ses spécificités. C'est-à-dire qu'un producteur qui va aimer un vin, il va faire comme un vinificateur. Il va essayer de faire l'huître que lui, il aime. Donc chaque ostréiculteur va utiliser son terroir, ses parcs et ses différents parcs pour essayer de faire un produit qui ressemble à ce que lui a envie de mettre en marché. On n'y arrive pas toujours, parce que c'est de l'agriculture, c'est un métier d'espérance, on espère toujours que ça va être bien, et puis des fois on se ramasse, quoi. Bon, après les défis de Noël dont on a parlé, pour les ostréiculteurs qui jouent leur saison en quelques jours, les défis pour l'avenir de l'huître aujourd'hui, surmortalité, réchauffement climatique, montée en puissance des huîtres triploïdes, les huîtres de laboratoire, c'est plein de grands défis à relever pour les producteurs
et pour les consommateurs aussi, on va en parler. D'abord, regardez cette nouvelle tendance dans la production d'huîtres, la tendance du bio, des huîtres bio, oui, cela existe. Une vingtaine d'ostréiculteurs de Charente-Maritime se lancent dans cette production atypique et très encadrée. Olivier Rioux, Joël Bouchon. C'est quoi une huître bio? Alors ça, c'est une huître bio. Oui, ça c'est une huître bio. Autrement dit, qu'est-ce qui la différencie d'une huître labellisée Marraine-Oléron, par exemple? En fait, la distinction, elle est vraiment ténue, quoi. C'est juste sur le cahier des charges, c'est sur le papier presque. Voilà, oui, c'est dans le cahier des charges qu'il y a des différences. Ouais. Et au goût? Au goût, c'est pareil. C'est pas mal quand même. Deux choses essentielles font la différence. La première, une huître bio est une huître diploïde dont le naissain a été capté en mer ou acheté dans une écloserie labellisée. La deuxième, elle doit être élevée en mer dans des zones certifiées par Ifremer où les eaux sont de bonne qualité. Il y a un marché en développement sur l'huître bio parce qu'il y a une demande aujourd'hui, il y a l'inquiétude du consommateur. C'est ce qu'on a ressenti nous dans les attentes de nos clients. Éric Gaborio et son frère produisent de l'huître bio depuis 3 ans maintenant. Cela représente moins de 20% de leur production annuelle, estimée entre 3 et 400 tonnes d'huîtres labellisées Marraine-Oléron, répondant aussi au cahier des charges du groupement qualité. On avait une façon de travailler qui correspondait assez bien au cahier des charges de l'huître bio. Donc c'était assez facile, on va dire, dans notre organisation de se lancer dans cette démarche. Cette entreprise fait partie des 237 adhérents du groupement Qualité, l'organisme qui tamponne sur les bourriches le label Marraine-Oléron. Alors on est allé voir son président. C'est pas possible que par exemple le groupement Qualité 8 Marraine-Oléron entame une démarche bio, parce que c'est un collectif. Aujourd'hui le bio il est particulier. Il ne peut servir que pour des entreprises à titre individuel. Il faut que chaque entreprise fasse sa démarche bio. On compte près de 1000 entreprises ostréicoles en Charente-Maritime. Un peu plus de 200 adhèrent au groupement Qualité Marraine-Oléron. Elles sont moins de 20 à faire en plus de l'huître bio. Jean-Charles Massabio, je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Un label bio pour les huîtres, on a presque du mal à y croire en fait. Qu'est-ce que ça révèle peut-être sur les fragilités de la production traditionnelle ? Je pense que ça révèle, alors je découvre avec vous, je pense que ça révèle une inquiétude et une préoccupation des consommateurs d'abord. Et j'espère très sincèrement qu'il y a beaucoup plus d'huîtres bio qu'on imagine, parce que sinon ça serait vraiment inquiétant. Bon, notre mer est en danger. Il faut qu'on réagisse. Bon, je pense que ça fait partie de ces réactions qui sont tout à fait saines. Alors l'avenir de l'huître, puisque c'est de ça dont il s'agit, passe par une adaptation au changement climatique. Quand vous parlez d'une mer en danger, c'est le cas, avec un réchauffement des océans. Quel impact pourrait avoir ce changement climatique sur la production d'huîtres et sur la manière de la produire ? Alors c'est très, très difficile en fait de savoir exactement ce qui va se passer parce que il faut se rappeler faut réaliser d'abord que au niveau mondial, le réchauffement moyen de la mer est de 0,7 degrés depuis 0,7 degrés, en moins d'1 degré depuis le début du siècle dernier. Par contre, il y a beaucoup de disparités. Dans le bassin d'Arcachon, j'ai demandé à Ifremer il y a quelques jours, sachant que je venais vous voir, leurs enregistrements de température. Depuis les années 60, la température moyenne de l'eau dans le bassin d'Arcachon a augmenté de 2 degrés. D'accord. Et donc ça a un impact, on s'en doute, sur l'huître. Lequel peut-être ? Autre chose qu'il faut savoir, c'est que les huîtres qui sont utilisées ici, que ce soit l'angulata, donc qui était l'huître portugaise, ou la gigas, qui est ce qu'elle est actuellement, viennent de pays chauds. Ça vient de la région de Taïwan, où la température est autour de 30 degrés. Donc finalement, elles pourraient s'adapter, déjà, voilà. retrouver un milieu presque exactement. Adéquat. Actuellement, quand on fait de l'huître gigas à taux, en été, on approche les 30 degrés. D'accord. Donc elle est capable de s'adapter à un certain nombre de choses. Très vite, Bon, maintenant, il n'y a pas que l'huître qui pose problème, il y a ce qu'elle mange. Si elle se réchauffe, l'eau, on doit s'attendre à avoir des pontes précoces. Est-ce que le plancton va être juste au bon moment là pour pouvoir nourrir les jeunes? Ça, c'est une question. Bon, merci Jean-Charles Massabio. On reviendra vers vous tout à l'heure. C'est un peu un autre sujet. Le sujet qui fâche d'ailleurs dans l'ostréiculture, sujet sensible, celui de l'huître triploïde. En France, environ une huître sur 3 consommée
est née dans un laboratoire, elle n'est pas naturelle. Et cela, souvent, les consommateurs l'ignorent. Alors, faut-il s'en inquiéter pour notre santé ou est-ce un atout, en revanche? On va en parler. D'abord, qu'est-ce qu'une huître triploïde? Eh bien, les explications avec Marie Joly. Quelle différence entre ces deux huîtres? Au premier coup d'œil, aucune. Pourtant, celle de gauche est née en mer, celle de droite en laboratoire. On appelle cette dernière huître triploïde. La triploïde, ça vous dit quelque chose? Du tout. Non. La triploïde, ça vous dit quelque chose? Du tout. Du tout, non. Est-ce que vous avez déjà vu marquer huître de laboratoire? Non. Ah non, non, jamais. Ces huîtres triploïdes sont nées pour la première fois dans ce laboratoire en 2001. Pour pouvoir manger des huîtres toute l'année, même en période de reproduction, des chercheurs ont créé une sorte d'huître artificielle. Un super mâle avec 4 chromosomes. Il est croisé avec une femelle normale à 2 chromosomes. Résultat, une huître triploïde à 3 chromosomes. Son avantage, elle est plus grosse et non laiteuse. Ces huîtres de laboratoire représentent aujourd'hui 1/3 de la production. Mais sur les étiquettes, aucune précision sur son origine. Pour cet ostréiculteur en Gironde, qui n'élève pas de triploïdes, l'étiquetage devrait être obligatoire. Il y a les gens qui aiment les huîtres pleines, des gens qui n'aiment pas les huîtres en lait, mais qui aiment justement, qui se rabattent sur la triploïde. Mais ça, il faut avoir demain la traçabilité pour dire que vous mangez de la triploïde. Que les gens sachent ce qu'ils vont manger, qu'ils vont avoir dans l'assiette, tout simplement. Donc huîtres issues de laboratoire ou huîtres nées et élevées dans le bassin d'Arcachon. Une pétition a été lancée par des ostréiculteurs traditionnels pour différencier les deux types d'huîtres. Elle a pour l'instant recueilli 1400 signatures. Joël Dupuche, faut-il étiqueter le fait que ce soit des huîtres triploïdes et pas naturelles pour le consommateur? Écoutez, je pense que la profession est très divisée là-dessus et parfois ceux qui ne veulent pas trop l'étiquetage ne sont pas ceux qui pourraient l'exiger. Au plan national, je pense qu'il n'y a pas eu de décision de prise. Moi, personnellement, à titre personnel, ça ne me dérange pas du tout d'informer le consommateur que c'est de la triploïde ou de la diploïde. Vous faites les deux, non? Mais bien sûr, mais plein d'ostréiculteurs font les deux. Et alors, je relève une anomalie, une bourde dans le reportage, c'est que pour faire de l'huître bio, il faut que ça soit de l'huître élevée en mer ou née en écloserie, et l'huître triploïde est née en écloserie. Donc on peut être bio tout en et triploïde. Donc après c'est un débat, je pense que le problème du débat, c'est un débat philosophique. Est-ce qu'on doit faire de l'huître que naturelle ou de l'huître que d'écloserie? Ma préoccupation d'ostréiculteur, moi, c'est de servir à mes clients de très belles huîtres. Toute l'année. C'est que ça, toute l'année. C'est l'avantage de la triploïde. C'est l'intérêt de la triploïde. Ouais. Cette triploïde, pour mémoire, elle est apparue dans les années 90, sans que ça n'émeuve personne. Les absences de reproduction de naissance qu'il y a eu de 98 à 2003 à Arcachon, qui représentait à peu près 65% de la production du marché européen de jeunes huîtres. Comme il n'y a pas eu de reproduction à Arcachon, les écloseries à ce moment-là ont explosé. Oui. Les ostréiculteurs se sont mis à travailler de la triplo et de l'écloserie en général, et se sont aperçus qu'ils avaient de beaux résultats. Ils sont restés là-dessus. Mais c'est un débat philosophique. Anne Pawlowski, comment convaincre finalement la profession d'oser l'afficher? D'une manière plus générale, moi je dirais que le consommateur, ce qu'il recherche aujourd'hui, effectivement, c'est de la transparence, de connaître l'origine, savoir ce qu'il mange. On est sur un consommateur de plus en plus informé et qui essaie de savoir ce qu'il a. Donc cette transparence, il faut qu'elle soit organisée. Moi je pense que même que le mot triploïde, rien que le mot, il n'est pas très adapté. Donc peut-être une communication adaptée auprès du consommateur pour lui expliquer très clairement ce qu'il mange. Alors est-ce que c'est oui, mais est-ce que c'est ce sujet-là? Aujourd'hui, on est plutôt sur une communication sur l'origine, sur le terroir, sur la différenciation des terroirs, et c'est ça qui va intéresser davantage le consommateur. Jean-Charles Massabio, est-ce inquiétant pour notre santé qu'il y ait des huîtres triploïdes ou pas, scientifiquement parlant? Je n'ai jamais vu aucun article montrant ou tentant de montrer que manger des triploïdes était mauvais pour la santé. J'ai jamais vu ça dans la littérature. Maintenant, il faut savoir que la triploïdie, la polyploïdie est quelque chose de naturel. Elle existe aussi. Elle existe. Il y a quelques triploïdes, c'est pas un gros pourcentage. Il y a un faible pourcentage de triploïdes qui apparaissent naturellement en mer.
Bon, merci pour cette précision. On continue de parler de l'avenir de l'huître avec notre prochain invité depuis l'Aiguille-sur-Seudre en Charente-Maritime. Bonjour Laurent Chiron, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président du groupement qualité huître Marraine Oléron. Rappelons, l'huître de Charente-Maritime qui est la seule en France à bénéficier d'un label qualité IGP, indication géographique protégée. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'huître triploïde en Charente-Maritime ou oui, quand même, comme on le disait? C'est pas incompatible. On peut très bien avoir des huîtres triploïdes ou des huîtres naturelles indépendamment et aussi être adhérent à l'IGP Marraine Oléron. Il n'y a pas de conditions particulières. Alors, on revient vers vous dans un instant parce que pour ces fêtes de fin d'année, la France est frappée par une pénurie de grosses huîtres. On va en parler ensemble. D'abord, regardons à quoi est due cette baisse de production avec ce reportage de Gilles Coulon et de Jean-Michel Lidwin. Opération calibrage dans les cabanes. Les huîtres sont nettoyées avant d'être remises à l'eau pour qu'elles finissent de grandir. Mais cette année, la croissance n'est pas au rendez-vous. Depuis le mois de juin, le manque de pluie nécessaire au phytoplancton en serait peut-être l'une des causes. Il n'y aura pas de gros calibre, comme on l'appelle chez nous. C'est une huître moyenne, standardisée. Et comme il a fait très chaud cet été, l'huître n'a pas poussé convenablement. C'est un handicap ou pas? Un handicap, oui et non. Pour ceux qui vendent des grosses, oui. Pour ceux qui vendent un huître standard numéro 3, numéro 4 de la moyenne, ce ne sera pas gênant. Dans cette cabane de vente et de dégustation, on fait de la communication pour exposer ces problèmes de croissance. Cette année, il faudra consommer les plus petites. Numéro 4, la petite, numéro 3, la moyenne, numéro 2, la grosse et la très grosse, numéro 1, qui a pu actuellement. On explique aux clients que cette année, on vend un produit naturel, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Les clients le savent et on leur explique que cette année, ça sera plutôt du 3 et très peu de 2 et de 1. Le phénomène est observé partout en France, un vrai casse-tête pour les ostréiculteurs. C'est déjà arrivé par le passé qu'effectivement on ait des mauvaises années de pousse, donc automatiquement peu de gros numéros à commercialiser. Mais par contre, on arrive toujours à se retourner en achetant des huîtres dans un autre centre ostréicole. Cette année, le phénomène fait que, comme c'est national, eh bien, évidemment, on ne peut pas se retourner ailleurs. Autre souci, le manque de pluie jusqu'à Noël pourrait entraîner des huîtres moins charnues. Côté tarif, le prix des coquillages sera peut-être revu à la hausse. Laurent Chiron, on vous retrouve en Charente-Maritime. Y aura-t-il finalement suffisamment d'huîtres à Noël au vu de cette pénurie de grosses huîtres? Je pense qu'on aura suffisamment d'huîtres au global. Par contre, effectivement, on risque d'avoir des ruptures dans les gros numéros, les calibres numéro 2 et numéro 1. Par contre, sur le numéro 3 et le numéro 4, il est certain qu'il n'y aura pas de pénurie. Alors, ces dernières années, globalement, la production française a perdu un tiers de son volume. Est-ce une situation qui vous inquiète? Alors, on a déjà du mal à définir exactement ce que l'on commercialise chaque année parce qu'on n'a pas beaucoup d'outils pour estimer précisément ce que l'on commercialise d'une année sur l'autre. On a une certaine imprécision. Il est probable que la production ait diminué depuis quelques années, mais il y a déjà quelques années en arrière. Bon, c'est la vie normale de l'huître. Des fois, on a des grosses croissances, des fois, on a des mortalités, des fois, on n'en a pas. Voilà, il faut accepter que c'est un produit naturel. Et je rappelle quand même à ce titre que c'est quand même le dernier élevage d'animaux vivants dans le monde, la conchiliculture, où l'éleveur ne nourrit pas son animal. On le laisse se nourrir tout seul, en pleine mer, dans le milieu ouvert. Donc, quand on ne nourrit pas, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas ni sa santé ni sa nourriture. Et est-ce qu'à terme, selon vous, au vu des changements climatiques notamment, est-ce qu'il faudrait changer la manière de produire l'huître en Charente-Maritime? L'huître, il n'y a pas 50 000 manières de l'élever. Après, on progresse toujours dans les méthodes d'élevage. On a successivement, chaque décennie a connu ses évolutions avec des méthodes d'élevage qui évoluent. Donc il est probable qu'on va continuer à évoluer dans les méthodes d'élevage pour essayer d'améliorer la production et dans les calibres et dans la forme de l'huître. C'est déjà le cas depuis longtemps. Donc oui, il va falloir évoluer et on va aller vers quelque chose de nouveau. Merci Laurent Chiron. Merci bien pour ces précisions, président du groupement Qualité huître Marraine Oléron.
Imaginier Cédric Cotas, donc à l'Aiguille-sur-Seudre. Alors, qui dit avenir de l'huître dit par conséquent avenir de la filière, environ 1400 exploitations ostréicoles dans la région. C'est le 3e grand défi de l'ostréiculture que nous détaillons dans cette émission sur les terroirs de l'huître dans la région. Une huître victime d'une surmortalité sur les jeunes huîtres depuis 2008. On va en parler. À quoi cela est dû? D'abord, les explications à la Tremblade d'Olivier Rioux et Marc Millet. Dans les laboratoires d'Ifremer, on a enfin décrypté la mortalité des huîtres juvéniles. On savait déjà qu'elle était due à un virus. Maintenant, on sait qu'il y a autre chose. Le résultat phare de cette étude, c'est que la mortalité d'une essaim d'huîtres creuses Cassostraea gigas est d'origine polymicrobienne. Nous avons une première attaque des huîtres par un virus de type herpès au SHV1, puis une fois que l'huître est fragilisée, il y a une colonisation bactérienne par des bactéries du genre Vibrio. Un peu plus loin dans les cabanes ostréicoles, la saison est à la négociation. C'est en ce moment que le prix des huîtres vendues à Noël se décide. Et bonne nouvelle, des huîtres, il y en aura encore cette année. On s'est adapté effectivement. On a mis plus de collecteurs à l'eau justement pour arriver à avoir plus de petites huîtres qui se collent et arriver à avoir notre stock à l'arrivée, pour pouvoir faire notre travail. Maintenant, on se remet en question tous les ans. La crise, quand vous dites qu'elle est finie ou qu'on est 10 ans après la crise, nous, la crise, c'est tous les ans. C'est tous les ans. Par contre, c'est jamais au même stade. Ça peut être ou sur les juvéniles, ou sur le demi-élevage, ou sur l'élevage. C'est jamais au même stade. La mortalité touche aujourd'hui toutes les huîtres et fluctue d'une année sur l'autre entre 50 et 80% de la production. Pour s'en sortir, les ostréiculteurs en mettent 4 fois plus à l'eau pour garder leur entreprise à flot. Du côté d'Ifremer, maintenant qu'on a décrypté la mortalité chez le naissin, on cherche des solutions pour l'endiguer et des pistes existent. Il va falloir améliorer sûrement les pratiques culturales, mais aussi développer des lignées ou des familles d'huîtres résistantes ou tolérantes à la maladie, ce qui permettra de pallier à ces mortalités. Autrement dit, générer des cheptels à partir de lignées d'huîtres naturelles résistantes. On appelle ça aussi la sélection génétique. Bon, Joël Dupuche, améliorer les pratiques pour assurer la pérennité des huîtres, cela passe par quoi selon vous? Les méthodes de travail, les ostréiculteurs et le président de Marraine l'a dit, on évolue en permanence, on apprend tout le temps, c'est un métier où on apprend tout le temps et chaque fois qu'on croit qu'on sait, on prend une gamelle. Et réduire les zones de production par exemple, elles sont envisageables pour limiter peut-être la concentration? Les zones de production se réduisent d'elles-mêmes. À Arcachon, à un moment on avait 1600 hectares de parc, aujourd'hui on en exploite 800, donc on n'est pas en surexploitation de surface. Marraine-Oléron c'est pareil. Donc le nombre d'ostréiculteurs, moi en fait je suis pas très inquiet pour l'huître, parce que c'est un animal quasiment préhistorique qui a traversé des ères où nous on n'était plus là. Moi je suis plus inquiet pour les ostréiculteurs, parce que les législations et les agressions sur le milieu deviennent de plus en plus nombreuses. Là on nous parle de norovirus actuellement, où nous on ne connaît rien, mais qui présente un risque, et l'ostréiculteur est toujours en bas de la chaîne. Et quand il y a le moindre doute, c'est l'huître. Oui. Voilà. Et donc, on se retrouve fermé. On a eu le test de la souris pendant des années qui a coûté pas mal d'ostréiculteurs. On a dû perdre une centaine de boîtes. J'ai peur que l'application d'un principe de précaution poussé à l'extrême et l'huître qui est un bouc émissaire facile, parce qu'un repas de réveillon, s'il y a le moindre problème alors qu'on a bu 14 bouteilles et qu'on a mangé 10 kilos de foie gras, s'il y a un mec qui est un peu malade, on va dire c'est les huîtres. Et je trouve que c'est dommage parce que l'huître ne mérite pas ça. C'est un produit exceptionnel, on en consomme 120 ou 130 000 tonnes dans l'année et elle va très bien. Mais j'ai peur que les contraintes que l'on va mettre sur les ostréiculteurs... Ils sont peut-être aussi pour le bienfait de la santé... Oui, mais poussé à l'extrême, ça veut dire qu'à un moment, ça ne sera plus applicable économiquement. Et aujourd'hui, la santé va très bien. Des gens, il n'y a pas de problème avec les huîtres. Bon, Jean-Charles Massabuo, quand on entend que l'ensemble des souches d'huîtres semblent être intouchées par ces cas de surmortalité, mangera-t-on encore des huîtres dans 10 ans ? À ce rythme-là. Je ne sais pas si vous avez invité le bon candidat pour prévoir ce qui allait se passer dans 10 ans. Scientifiquement, il y a un risque de voir disparaître des souches et l'huître. Non, on n'a aucune raison de le penser aujourd'hui. On n'a aucun argument de le penser aujourd'hui. Par contre, on a le problème tout à fait général et récurrent de la qualité de l'eau en mer. Et aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à vivre au bord de la mer.
Il y a une prise de conscience générale des populations, mais tout ce qu'on met sur la terre, tout part dans les rivières et arrive à la mer. Et ça, il n'y a pas encore une prise de conscience collective. Il y a une prise de conscience. Notamment sur le bassin d'Arcachon. Il y a une prise de conscience, mais de là à passer aux actes, on en discute beaucoup dans les médias aujourd'hui, c'est très difficile. Et quand on parle de créer de nouvelles lignées d'huîtres plus résistantes, est-ce possible à court terme, scientifiquement? Moi, ça ne me paraît pas possible. Les gens vont pouvoir essayer de sélectionner des animaux qui apparaissent plus résistants. En général, ce sont des animaux qui ont un métabolisme plus faible. C'est pour ça qu'ils sont plus résistants, tout bêtement. Maintenant, créer quelque chose de nouveau, je ne sais pas si c'est souhaitable. Bon, l'avenir de la filière conchilicole et de ses emplois, plusieurs milliers d'emplois dans la région, quelle stratégie de promotion adopter, Anne Pawlewski? Écoutez, moi j'ai assez confiance dans l'avenir de la consommation d'huîtres, notamment parce que c'est un produit nature, c'est un produit sain. Et avec tout ce qu'on dit aussi, alors il y a la qualité de l'eau qui est importante, mais c'est ressenti comme un produit nature, bon pour la santé. Vous utilisez ces arguments pour faire la promotion en France et à l'étranger de ces huîtres? Alors bien sûr que ce sont des arguments, le terroir est un argument aussi, la commercialisation, comme je disais tout à l'heure, se fait un petit peu sur les différents segments de marché. Par exemple, moi je trouve ce qui est intéressant pour les huîtres Arcachon-Cap-Ferret aujourd'hui, c'est le lien au territoire, le lien à la culture et le bassin d'Arcachon en soi-même. Quand on mange une huître Arcachon-Cap-Ferret, on est aussi sur le bassin d'Arcachon. Donc tout ça c'est important. Dans ce qu'on mange, il y a aussi le plaisir, il faut bien l'imaginer. Et c'est vrai pour tous les produits. Alors c'est vrai pour des produits de fête, quand on va manger une huître, on est un petit peu au bord de la mer, on a l'iode, on a toutes ces choses-là. Donc pour moi, c'est un produit qui a de l'avenir dans la consommation. Voilà. Après, les différents marchés sont différents. Je parlais de la Chine tout à l'heure. La Chine est le premier producteur mondial d'huîtres, c'est 98% de la production mondiale. Ils importent des huîtres de chez nous. Voilà. Donc, pour moi, il y a un potentiel intéressant. Ouais. La priorité, d'après vous, Joël, pour aider ou sauver la filière aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je pense qu'il faut maîtriser l'urbanisation, parce que des endroits comme Marennes-Oléron, comme le bassin d'Arcachon, à un moment, comme il a été dit tout à l'heure, tout ce qu'on fait sur Terre, ça part en mer. Et donc, je pense qu'à un moment, comme les arbres ne vont pas jusqu'au ciel, il y a un moment, il faudra dire, voilà, là, on arrête. Donc c'est ça la priorité. On préserve l'espace et on le préserve en arrêtant un urbanisme qui est en train d'exploser. Ça, c'est le premier point. Je pense que là, on sauvera les huîtres, on sauvera la consommation et on sauvera des ostréiculteurs. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, avoir des législations qui soient adaptées et viables, qui ne soient pas des législations posées comme ça du type... on garantit tout, parce que 100% sans risque, ça n'existe pas. Bon, on retourne sur le bassin d'Arcachon, puisqu'on en parlait. À Gujan-Mestras, au port de La Rosse, nous attend Olivier Laban. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Vous êtes ostréiculteur, ancien président des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Face à cette mortalité aléatoire des huîtres, comment assurer la stabilité financière des professionnels de la mer ? Vous savez, les ostréiculteurs, depuis toujours, ont toujours démontré une forte capacité à s'adapter. Il est évident que cette mortalité de 2008 nous est tombée dessus de manière un peu brutale et il a fallu que l'on s'adapte. On a finalement déploré peu de fermetures d'entreprises, en tout cas liées à ça. Tout à l'heure on le disait, il y a eu des fermetures mais sur d'autres phénomènes. Et puis on n'a pas eu de licenciement ou autre. Les entreprises se sont vraiment adaptées. Ça passe par beaucoup de travail. Les mortalités sur le Naissain, souvent on les compense par du surcaptage, c'est-à-dire qu'on met de plus en plus de collecteurs à l'eau, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que les années comme cette année où la nature est très généreuse, on risque de se retrouver en surproduction d'ici 2-3 ans. Donc c'est jamais facile, mais j'ai écouté beaucoup de témoignages là de mes collègues précédemment. C'est vrai que dans ce métier, les anciens le disaient, c'est bien vrai, le meilleur n'y connaît rien. Donc on est toujours obligé de naviguer un peu à vue et d'avoir cette grosse capacité à s'adapter parce que voilà, la nature nous épargne pas, mais en même temps c'est ce qui fait le charme de notre métier, quoi. En quelques mots, s'engager dans une démarche de label qualité IGP pour le bassin d'Arcachon,
comme pour Charente-Maritime. Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui ? C'est quelque chose qui nous intéresse depuis bien longtemps. Alors aujourd'hui, on a fait un premier pas en avant au travers des gammes. Évidemment que ces signes officiels de qualité sont très intéressants. C'est gage de sérieux d'une profession, c'est gage de qualité. Mais le problème, c'est que souvent, c'est soumis à certaines contraintes, à des cahiers des charges plutôt compliqués souvent à respecter quand on veut faire un produit d'une extrême qualité. Et aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que les entreprises partent au plus pressé. Ce qui est important pour les entreprises, c'est avoir de la production et la mettre en marché. Et puis, donc ce serait dans la un autre philosophie temps. aussi, souvent des entreprises, ça serait dans un autre temps. Bon. Et puis, je vais vous dire, souvent, on le dit, on a plus une obligation de résultats que de moyens, finalement. Bon, donc, merci, c'est un Olivier. peu ça qui nous guide à notre quotidien. Merci Olivier Laban pour ces précisions depuis Gujan Mestras, image signée Jean-Michel Litvin. Alors voilà donc pour les grands défis de l'ostréiculture. Dernier grand défi dont on parle aujourd'hui, c'est celui pour nous tous de bien préparer, de bien déguster ces huîtres. Avec un premier exemple qui va peut-être choquer les puristes ou vous faire saliver, l'huître aromatisée. Et oui, cela existe, gingembre, muscat, framboise. C'est l'initiative d'un producteur de Charente-Maritime que nous avons rencontré. Regardez. Pour les fêtes de fin d'année, ces huîtres d'apparence banale s'apprêtent à prendre un bain parfumé. Goût citron, échalote, muscat, framboise et même gingembre. 5 arômes choisis avec soin par cet ostréiculteur pour sublimer ses huîtres. C'est un citron naturel, c'est une crème de citron, donc voilà, tout est naturel. Sur les marchés parisiens, justement, là où je vends ma production, beaucoup de gens demandaient si on n'avait pas du citron à vendre avec les huîtres. D'où l'idée de pourquoi pas essayer de mettre du citron directement dans l'huître. Voilà, on a commencé comme ça. Pendant 4 ans, ce producteur charentais a essayé plus de 700 combinaisons d'arômes différentes avant d'arriver au bon dosage pour ses huîtres. Donc là, avec cette quantité-là, on aromatise un bassin de 500 litres et on arrive à aromatiser jusqu'à 120 kg d'huîtres. Les huîtres sont d'abord plongées dans un bassin d'eau de mer, puis l'on ajoute une dose d'arôme diluée à l'aide d'une pompe. Encore vivante, l'huître filtre en continu l'eau du bassin et s'imprègne peu à peu du parfum. Après 12 ans de maturation, l'huître aromatisée est prête à être consommée. Grâce à ses arômes, Geoffrey Dubo veut donner une seconde jeunesse à un produit classique qui, selon lui, a un peu vieilli. L'idée, c'est vraiment de faire consommer aux plus jeunes des huîtres, vraiment à moins de 50 ans, même 30 ans, moins de 30 ans, ça serait super. Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Ça arrive, mais c'est rare. Alors qu'en pensent les consommateurs ? Sur le port de La Rochelle, l'huître aromatisée ne laisse personne indifférent. Est-ce que vous voulez goûter une huître à la framboise ? Ah oui, je vais essayer. Merci. Alors ? Ah oui, on sent bien la framboise. Il y a un bon arôme, mais c'est très salé. Franchement, c'est meilleur que nature, pour moi. Trop de citron, beaucoup trop. Une huître étonnante qui a un coût. Comptez 20 € en moyenne pour une bourriche d'huître aromatisée. Bon, une huître aromatisée, pourquoi pas, pour séduire vos invités, vos convives pour ces fêtes. Sinon, comment préparer ces huîtres ? On en parle à Osgore avec Ludivine Tachon, qui est en cuisine. Et oui, Vincent, nous sommes dans les cuisines du Jean des Sables, donc au bord de l'océan, avec évidemment l'huître d'Osgore et le chef Clément Pichard. Merci Clément de nous accueillir. Comment on peut donc consommer cette huître pour les fêtes de fin d'année d'une manière un peu différente ? Donc là, on va simplement la faire juste pocher dans un petit bouillon à l'oseille, un peu fumé, avec un condiment épinard, citron confit et échalote. Et on va amener par-dessus un joli foie gras des Landes grillé au barbecue. Et oui, parce que c'est l'association terre-mer, ça marche très bien avec l'huître. Exactement. On y va ? On y va. Je vous laisse faire. Donc on va commencer juste. Donc ça va très vite. On a préparé donc Voilà, ce bouillon un petit peu avant. Alors évidemment, ça c'est de l'huître d'Osgore, mais on peut faire cette recette s'accommode avec toutes les huîtres. Oui, voilà. Après, moi, j'aime bien travailler les produits autour du restaurant. Donc là, on va juste les laisser pocher un tout petit peu dans le bouillon à l'oseille. Je vais prendre le foie gras. Produit emblématique évidemment. Des Landes. Des Landes, indispensable pour les fêtes de fin d'année quand même. Avec l'huître, et ça se marie très très bien. Donc on va juste le tailler. En définitive, il faut un
peu d'huîtres, un peu de foie gras et pas plus dans l'assiette. C'est un plat qui revient pas très très cher. Hein. Non, exactement. Et puis ça va être très très sympa pour les fêtes, ça va faire son effet. Voilà, tout simplement. Avec une belle présentation dans l'assiette, Clément. Oui. Ah, c'est toujours bien pour les fêtes d'essayer de travailler un peu aussi sur le visuel, quoi. L'huître, évidemment, les fêtes, c'est l'occasion aussi de la travailler autrement, même si c'est un produit qui est cru exceptionnel, on peut aussi facilement le cuisiner. Hein. Ouais, j'aime bien cette mâche, moi, juste pochée, on garde presque la texture du cru, mais on va lui apporter un petit coup de saisie et un peu de chaleur, en tout cas pour travailler sur un plat. Donc là, on commence à mettre dans l'assiette. On va commencer à dresser, donc on va commencer par les huîtres. Voilà. Vous voyez, elle est juste un tout petit peu plus ferme. Voilà, on y va, on dépose l'huître. Le condiment, donc l'oseille qui marche très bien avec l'huître. Exactement. Allez, plus que quelques secondes, Clément. Attention, je vais compter. Hein. Oui. On dépose le foie gras, Clément ? Oui. On dépose le foie gras et on met le petit condiment. Voilà. Bien, merci Clément de nous avoir donné vos secrets dans cette recette. Merci. À vous. Ça met en appétit. Merci Ludivine et merci aux deux Clément. Clément Pichard en cuisine et Clément Alette à la caméra. Joël Dupuche, à la mode du bassin d'Arcachon, on la mange comment l'huître ? Il faut surtout la manger comme vous aimez. Bon. Voilà, si vous la mangez comme vous voulez, avec du citron, du vinaigre échalote, du foie gras, du pain, du beurre, des crépinettes, des saucisses. Ouais. Voilà, mais je pense qu'à l'origine, les huîtres, dans tous les coins, Marennes ou Arcachon, comme on était vraiment à la campagne, je pense que tout le monde avait un élevage de cochons. Et donc, on nourrissait nos cochons. Et comme l'huître, toute seule, autant elle nous donne vraiment beaucoup de plaisir, mais en termes d'être rassasié, c'est notre problème. Je pense que toute la cochonaille accompagne merveilleusement bien l'huître, que ce soit du jambon, du foie gras, du foie gras ou du pâté, c'est merveilleux. Bon. Donc mangez-en comme beaucoup et comme ça. Voilà. Anne Pawlewski, comment on fait la promotion de l'huître avec d'autres produits régionaux ? Justement, on est souvent présent avec les producteurs et avec des accords, avec des chefs, avec des accords mévins aussi, quel vin sortir à une huître, avec des cuisiniers qui vont expliquer comme l'a fait monsieur, mais aussi tout simplement un producteur qui va avec une petite crépinette, avec un peu de truffe, un peu d'armagnac. C'est comme ça que vous la vendez à l'étranger, par exemple, vous avez des cartes postales avec vous. Oui, alors ça c'est ce qu'on fait pour la Chine avec les crépinettes, justement. Il y a la carte postale, oui. Oui. Juste, voilà, oui. Voilà, donc ça c'est la promotion des huîtres pour la Chine avec la petite recette derrière. Alors vous voyez, c'est assez simple pour les Chinois, mais là ce sont en l'occurrence avec des crépinettes. Après ça peut être sympa aussi. Encore, très vite, ouais. Ça peut être sympa aussi avec des produits de la région, avec un tout petit peu de caviar d'Aquitaine dessus par exemple. Bon, Jean-Charles Massabuot, la science et la consommation de l'huître, quel avenir ensemble ? Quel avenir ensemble ? J'espère un avenir très long, mais la qualité de l'huître va être totalement dépendante de la qualité de nos eaux. Donc préservez les eaux côtières et vous aurez des huîtres merveilleuses. Bon, la priorité donc à l'avenir pour l'huître et sa filière. En région, on le rappelle, 1400 entreprises ostréicoles et beaucoup de passion pour ceux qui la font toute l'année. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission consacrée au terroir de l'huître en Nouvelle-Aquitaine. Et lorsque vous dégusterez des huîtres pour ces fêtes, vous penserez à ces terroirs que nous vous avons présentés et à celles et ceux qui y travaillent toute l'année. Très belle fête à vous. Restez avec nous sur France 3.